Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, on m'a demandé de vous présenter un hôpital accrédité face à la crise Covid, donc ce que nous avions retenu, ce qui avait pu nous aider à affronter cette première et cette seconde vague. Donc, tout d'abord, le Choix-Pi. Donc, le centre hospitalier de Wallonie-Picard est un centre hospitalier qui comprend 755 lits, plus une centaine de lits en hospitalisation de jour. Donc, il est situé dans la ville de Tournai et comme vous l'a dit le modérateur, il est sur 3 sites. Alors, 3 sites qui font à peu près 400, 200 et 150 lits, distants d'1 kilomètre. Hein, donc, ils sont dans la ville. Ce n'est pas compliqué de rejoindre un site à l'autre. Et ça nous a aidé dans la crise Covid parce que ça nous a permis de faire un hôpital plutôt dédicacé Covid, un hôpital qui est resté non Covid. Parce que sur 2 des sites, nous avons des soins intensifs et du bloc opératoire. Donc, ça nous a permis, en tout cas en termes d'infrastructure, d'avoir un hôpital Covid et un hôpital non Covid. On draine une population de 150 000 habitants. Alors, en termes d'activité, eh bien, comme vous pouvez le lire, on est quand même en capital humain, ce qui est le plus important, dont 2700 collaborateurs, dont plus de 300 médecins. On compte aussi 60 volontaires et tout ça réparti sur 65 métiers. L'activité, globalement, on est sur 300 000 consultations par an, 25 000 admissions d'hospitalisation classique, 7 000 admissions d'hospitalisation de jour chirurgicales, plus de 50 000 passages aux urgences, 1 200 accouchements, 200 000 examens d'imagerie. Donc, ce qui fait quand même une importante activité qui nous positionne parmi les hôpitaux les plus importants de Wallonie, donc qui est une des 2 parties de la Belgique, la partie francophone. Alors, l'hôpital accrédité face à la crise Covid, moi, quand je vois ce slide-là, je vois plutôt un globule blanc pour les médecins d'entre vous qui va phagocyter, qui va manger ce virus qui nous pourrit la vie, il faut bien le dire, hein, quand même depuis plusieurs mois. Mais je pense qu'avec le processus d'accréditation que nous avons vécu au préalable, eh bien, nous allons pouvoir vaincre, je ne dirais pas facilement, mais en tout cas sereinement cette crise. Donc, il faut savoir que le Choix-Pi a été accrédité en juin 2019. Donc, on a reçu le document officiel au mois d'août. Donc, 6 mois après, nous étions en pleine crise Covid, après avoir fait cette épreuve d'accréditation et en tout cas surtout tout le parcours qui nous y a amené. Et pendant ce parcours, il y a quand même des axes stratégiques qui ont été mis en évidence. Et c'est sur ces derniers que l'on s'est appuyé pour faire face à cette crise Covid. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Donc, tout d'abord, il y avait l'axe de la formalisation. Donc, c'est toute cette manière de travailler, de procédurer les choses, de mettre des checklists en place, de pouvoir appuyer nos futures décisions et nos mises en place de structures dans le Covid. On s'est appuyé sur des procédures mises en place, ce qui était beaucoup plus facile et permettait de clarifier les choses. D'autant plus les collaborateurs, du fait d'avoir travaillé à ces procédures, à ces checklists, avaient cette facilité de travailler ensemble, de travailler de manière coordonnée dans la transversalité. Et de manière tout à fait spontanée, ils ont eux-mêmes proposé d'écrire certaines procédures. Ils savaient tout de suite avec quel partenaire ils devaient se mettre autour de la table pour commencer les écritures et ensuite les validations. Donc, c'est de manière spontanée que cette dynamique de formaliser les choses s'est mise en place au tout début de la crise Covid qui, en Belgique, a commencé à la mi-mars. Donc, c'est à la mi-mars qu'on est passé en plan d'urgence hospitalier. Donc, on a dû arrêter l'ensemble de nos activités pour se consacrer uniquement au Covid qu'on ne connaissait pas comme le reste du monde. Les collaborateurs étaient d'emblée impliqués à formaliser les choses et l'ont fait de façon spontanée. Donc, ce qui nous a également été appris dans le processus d'accréditation, c'est cette culture d'anticipation. Donc, on a pu écrire pendant tout le process un plan d'urgence hospitalier, de le formaliser. Et quand le ministre nous a dit, ben voilà, vous passez en plan d'urgence hospitalier, il était facile pour nous d'aller rechercher l'ensemble des documents qui étaient frais, qui étaient prêts, qui avaient été revus et qui avaient aussi fait l'objet d'exercices de simulation. Donc, on était entraîné à, dans l'urgence, se préparer à faire face à une crise. Donc, on a mis tout le dispositif, s'est mis en place en 24 heures, dans un calme, une sérénité tout à fait particulière. Et on sentait les gens qui savaient où ils devaient aller,
qui savaient à quoi ils devaient faire face et chacun connaissait son rôle. On a aussi, dans cette culture d'anticipation, pu avoir la gestion des risques. Et ce qui nous a permis de ce fait, chaque fois que l'on mettait une technique en place, on va évoluer comme ça, on va mettre en place telle ou telle chose dans cette gestion de la crise Covid, d'évaluer chaque fois les risques de la solution qui était proposée. Donc, c'est vraiment une culture qui s'installe dans toute la démarche d'accréditation, mais dont vous récoltez les bénéfices de façon immédiate lorsqu'on est dans une situation comme on la vit aujourd'hui. Au niveau du management, nous avons travaillé, ça a été fait référence dans un webinaire ce 19 novembre, à la gestion des compétences. Donc, nous avons et nos collaborateurs et surtout le management à acquérir des outils de management. Et ces outils sont de définir ensemble avec les équipes l'objectif commun, de travailler sur la qualité de la relation, sur la complémentarité des talents, avoir des processus collaboratifs et s'appuyer entre autres sur des règles éthiques et sur la créativité. Donc, ils étaient munis d'une boîte à outils qui leur a permis d'affronter, de travailler avec leurs équipes de façon tout à fait souple, coordonnée et dans un esprit vraiment constructif. Et tout ça avait été créé avant, donc il suffisait d'activer, de continuer sur cette lancée de gestion des compétences. Nous avons également mis une démarche participative et collaborative en route durant tout le processus d'accréditation. Et c'est comme ça que, dans le cadre de la crise, donc on se met en plan d'urgence hospitalier. Une fois qu'il y a un plan d'urgence hospitalier, il y a une cellule de commandement qui, comme son nom l'indique, prend les commandes et donne des décisions. Donc, on est plus dans un management directif. Il faut savoir qu'on a quand même eu dans notre institution, lors de la première vague, une centaine de patients Covid, donc ce qui a mobilisé 4 unités de soins, donc plus de 100 lits. Et on a eu un pic à 30 patients aux soins intensifs et on avait mobilisé 50 lits de soins intensifs parce qu'en parallèle des patients Covid, il y avait bien entendu des patients qui venaient par les services des urgences et donc pour des interventions urgentes. Donc tout le reste de l'activité était à l'arrêt. Et donc, dans la cellule de commandement se met en place, on avait ce pic-là pour la première vague, et à la deuxième vague, on avait un pic encore plus grand parce qu'on a atteint la 150 patients Covid, dont plus de 35 aux soins intensifs, et ça est arrivé de manière très brutale et très rapide, et avec une quantité de patients qui sont restés aux soins intensifs très importante. On est encore aujourd'hui à 15 patients aux soins intensifs, mais avec une activité hospitalière qui reste pas normal, mais où on continue à traiter ce qui est urgent et important, donc par exemple toute l'activité oncologique. Et donc là, on tourne avec un hôpital Covid et encore une bonne partie de l'hôpital qui est en fonctionnement normal avec des consultations, des actes techniques et un quart des salles d'opération, donc 5 salles sur 20 qui continuent à fonctionner. Et donc, je veux dire par là qu'on on est dans une culture de la confiance et de la délégation. Donc, on donne un ordre, la cellule prend une décision, l'ordre est donné de travailler comme ça, de mobiliser ceci, de fermer telle unité, d'ouvrir une autre unité, de rapatrier des collaborateurs d'un service vers un autre. Mais d'emblée, on sait, on est vraiment assuré, donc c'est vraiment très agréable, on donne l'ordre, il est délégué, et on travaille dans la confiance. Donc, on sait que les gens vont exécuter. Pourquoi? Parce qu'il y a une confiance qui se fait dans la chaîne, dans tout l'arbre hiérarchique, et on est vraiment dans un travail d'équipe. On sait que les choses doivent se faire, et les gens comprennent pourquoi elles se font. Régulièrement, dans ce type de management participatif et collaboratif, il est important de donner de la reconnaissance en passant sur le terrain, en faisant des messages qui sont à destination du public, en faisant participer les collaborateurs aux différentes conférences de presse ou émissions télévisées. Donc, c'est eux qui doivent être mis en avant parce que c'est eux qui sont aussi sur le terrain. Donc, il est important de travailler en permanence cette reconnaissance, la délégation et la confiance. Ce qu'on avait aussi mis en place dans le cadre, mais qui existait déjà, bien entendu, mais qui avait été mis de façon plus exacerbée en avant, plus intense en avant lors du processus d'accréditation, c'est le comité d'éthique. Donc, non seulement le comité d'éthique pour tout ce qui est gestion du patient, statut des patients et comment les classifier et ensuite les prendre en charge, mais aussi surtout toute l'éthique organisationnelle au sein de l'institution. Et c'est comme ça qu'on a pu solliciter et spontanément tant les collaborateurs
infirmiers, médecins ou autres ont sollicité le comité d'éthique, qui était rapidement mobilisable et qui est venu avec des délivrables de façon quasiment instantanée. Pourquoi? Parce que préalablement, le lien avait été fait entre ces différents comités, en tout cas le comité d'éthique et le reste des collaborateurs. Donc, il n'a pas été difficile d'interpeller et c'est spontanément que ce comité d'éthique a été interpellé, tant pour la prise en charge des patients que pour l'éthique organisationnelle et comment les gens devaient travailler ensemble et étaient confrontés à des grandes difficultés, comme la mort, comme le choix thérapeutique, comme quelquefois les tensions entre différents services. Enfin, pas enfin, parce qu'il y a beaucoup de choses à continuer à dire, mais on est dans un processus d'amélioration continue. Et donc, on a checké d'entrée de jeu tout ce que l'on faisait comme action, tout ce que l'on prenait comme décision dans cette première vague COVID. Donc, comme on prenait des notes de tout ce que l'on faisait, une fois que la première vague était passée, d'entrée de jeu, on a fait une enquête auprès des collaborateurs, on les a interrogés sur notre façon de travailler, on est revenu ainsi avec les échos du terrain, ce qui nous a permis de nous améliorer, de changer notre façon de faire pour cette deuxième vague. Et aujourd'hui, on sent qu'on est, en tout cas on l'espère, à la fin de cette deuxième vague, et on refait déjà ce même type de processus pour se préparer à une éventuelle troisième vague. Donc, on est vraiment dans ce processus d'amélioration continue. Je veux dire, on ne s'arrête jamais. On fait une photo à un moment donné, on voit comment on peut s'améliorer. Donc, c'est spontanément que les équipes infirmiers, médecins et dans d'autres services, donc, c'est vraiment un travail d'une équipe tout ensemble, on est arrivé à faire ce processus d'amélioration continue. Il faut savoir aussi que dans plusieurs référentiels, il y a des normes qui font que on doit être attentif au bien-être des collaborateurs, tant au niveau de la vie privée que de la vie professionnelle, de vraiment trouver ce lien entre les deux. Et c'est comme ça qu'on est mis en place pour que les collaborateurs puissent passer au mieux ce cap difficile qui est une crise comme on la connaît aujourd'hui. Un soutien psychologique, que ce soit par un numéro d'appel accessible, que ce soit par des psychologues qui passaient de temps en temps, enfin des psychologues qui étaient en permanence dans les services. On a mis en place des logements à disposition de collaborateurs qui étaient craintifs, qui ne voulaient pas ramener un risque infectieux chez eux. On a mis en place des garderies pour que les enfants des collaborateurs qui étaient sollicités dans les unités COVID ou autres unités pouvaient être gardés. Tout ça a fonctionné admirablement bien. On a arrêté toutes nos formations parce que voilà, on n'avait plus la capacité de les donner, sauf une qui est un cours de sophrologie et qui marche encore aujourd'hui très très bien. Donc les gens avaient vraiment besoin de ça, on est resté à leur écoute et c'est la seule formation que l'on a continuée. Donc pendant le process d'accréditation, on avait mis en place toute une série de canaux de communication. On a tous été les réveiller, en tout cas parce que ces canaux de communication étaient quand même multiples et on s'est dit, en temps de cette crise, il faut aussi les réactiver dans leur ensemble pour que l'ensemble des collaborateurs puissent être informés de ce qui se passe et en tout cas de parler un langage commun. Ce qui est important justement, c'est qu'on ait tous le langage commun, donc on parle tous de la même chose et on le fait de manière transparente, ce qui aide aussi aux relations interdépartementales. La crise Covid, la gestion en tout cas de cette crise Covid, c'est aussi comme gérer un processus, c'est un défi collectif. Et le processus d'amélioration continue, donc cette démarche d'accréditation que l'on a faite, qui s'est clôturée en juin 2019, qu'elle s'est clôturée, la photo s'est clôturée, mais la démarche d'amélioration continue, elle continue, c'est le cas de le dire. Donc c'était de maintenir une cohésion autour d'un défi collectif. Et cette cohésion, on a réussi à la maintenir autour de ce défi collectif qui est de vaincre ce virus qui nous envahit. Je commence à arriver à la fin, il me reste que quelques minutes. La créativité était aussi quelque chose qui était fortement sollicité dans le processus d'accréditation. Et donc, si vous voyez un peu ce webinaire du 19 novembre, on a parlé du jeu. Et donc, on a réussi dans l'institution à créer une culture où les collaborateurs pouvaient, étaient même stimulés, étaient encouragés à apporter des idées. En tout cas, ces idées, une fois qu'elles étaient validées, retenues, elles étaient cadrées. Donc, il y avait une gestion de projet qui permettait de cadrer cette idée pour lui donner vie et que ce projet devienne réalité. Et c'est comme ça que les gens ont participé activement et ont amené des idées au niveau du comité de crise en disant, tiens, par exemple, on aimerait bien mettre
une borne photo pour que les familles puissent envoyer des photos aux patients qui sont hospitalisés, parce que visiblement, enfin pas visiblement, mais les visites étaient totalement interdites. Donc pour garder le contact avec les familles, les assistantes sociales ont eu cette idée. On a donné le go pour l'idée. En 48 heures, elle était en place de manière tout à fait pratique, sans bug, rien du tout. Cette chose, borne photo s'est mise en place, a été utilisée, communiquée. Donc, toute la gestion de projet a été activée en 48 heures. Les collaborateurs ont eux-mêmes géré leur idée en toute confiance et de façon tout à fait efficace. Le patient Covid est un patient aussi dont on doit tenir compte. On avait passé notre accréditation dans la V3. La V3 fait intervenir le patient, mais pas autant que dans la V4. Heureusement, c'est déjà dans nos gènes. Et au niveau de la crise Covid, on a mis en place toute une série de choses, qui est l'hospitalisation à domicile qu'on a activée. Donc, il faut sortir au plus vite le patient des unités de soins, mais dans des mesures sécuritaires, bien entendu, d'où les consultations téléphoniques avec les patients à domicile, le lien avec les médecins traitants et ce soutien psychologique aux familles. Donc, il y a toute une implication du patient pendant son hospitalisation et surtout avec les familles. On a créé des liens, on a entretenu le lien avec les familles et surtout après l'hospitalisation. Et tout ce que je vous dis là, ça ne permet que le reflet de ce que pense l'ensemble des collaborateurs. Et si vous avez un peu de temps, vous pourrez cliquer sur ce lien qui est un reportage TV qui dure 1 minute 30, où s'expriment les médecins, les infirmiers sur la gestion de la crise Covid et son lien avec le processus d'accréditation. Donc, vous verrez que ce que je vous ai dit est résumé en 1 minute 30 dans ce reportage. Donc, c'est vraiment Initial Tous, c'est vraiment une équipe et un bateau qui, avec l'ensemble de ses collaborateurs, peut avancer, peut vaincre ce phénomène d'aujourd'hui et on y réussit, j'en suis convaincu. Je vous remercie pour votre attention.